Amis internautes et téléspectateurs de Télé-École, je vous salue. Merci de rester fidèles à votre émission Pensée critique, une émission qui tourne autour de la réflexion. Dans ce 5e numéro, nous avons comme thème Qu'est-ce qu'un intellectuel? Et notre invité, professeur Marito Niane, vous avez été ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. On sait que vous êtes auteur et écrivain, mais avant tout, le professeur Marito Niane est mathématicien. Mais c'est clair qu'à l'ère du numérique au service de l'éducation, on ne peut pas rappeler que vous êtes l'instigateur de l'université virtuelle au Sénégal. Professeur, bonjour. Bonjour Nyanya, bonjour Mohamed. Bonjour professeur. Bienvenue à Télé-École. J'ai l'immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau avec mon chroniqueur, M. Mohamed Sow, surnommé Baudelaire. Ah ben ça fait un plateau magnifique avec Baudelaire. Baudelaire, bonjour. Bonjour Nyanya, bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de nous avoir conviés à cette émission Pensée critique et j'espère que à la fin de l'émission, vous ne regretterez pas de m'avoir invité. Nous l'espérons. D'accord. Alors, professeur, il nous est posé une question critique que nous reposons sur la table avec une série d'épisodes que nous avons l'honneur d'ouvrir avec vous. Professeur, qu'est-ce qu'un intellectuel? Alors, vous me posez une question facile et difficile. Facile dans le sens où il y a beaucoup de définitions de ce qu'est un intellectuel et difficile parce que, personnellement, j'ai, moi, ma conception de ce qu'est un intellectuel parce qu'il faut situer l'intellectuel dans le contexte du Sénégal et de l'Afrique. L'intellectuel en Europe, l'intellectuel aux États-Unis, l'intellectuel en Chine, à mon avis, le concept ne doit pas être défini de la même façon. Mais chez nous, ici, je considère que c'est quelqu'un qui a une compétence avérée, reconnue, et qui s'exprime dans l'espace public dans le sens du développement, du progrès et du cheminement vers le bien-être des populations sénégalaises ou africaines. D'accord. Alors, sûrement, vous voulez revenir sur la question? Bien sûr, et ce n'est pas, étant vos étudiants, n'est-ce pas, ce n'est pas pour apporter plus d'éclaircissement, mais pour plus élargir un peu le débat. Ma contribution sera justement au niveau étymologique, parce que le terme intellectuel vient du latin, qui entre deux parties, hein, inter et legere. Legere qui est un verbe qui signifie recueillir, cueillir ou lire. Donc c'est une capacité de discernement, lire dedans, comme disait Saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire un dialogue avec soi-même d'abord et un dialogue avec ce qui l'entoure, une observation analytique avec ce qui entoure l'homme et avec l'homme lui-même. D'accord. Évidemment, ça nous renvoie à une définition classique de l'intellectuel, c'est-à-dire celui qui s'occupe, dont le métier est de penser, le métier est du domaine de l'esprit, mais je considère que dans nos pays, c'est quand même une définition restrictive. Alors, professeur, je vous remercie. Merci donc pour les réponses que vous nous avez rapportées. Alors, nous avons envie de poser une question autour de 2 ou 3 notions, c'est-à-dire la notion du savoir, l'aptitude, le diplôme. Alors, lequel ou lesquels parmi les 3 faits ou font qu'on puisse parler d'un intellectuel? Alors, si je me réfère au classique, on dirait le savoir. Parce que l'intellectuel, souvent on dit c'est un écrivain, c'est un poète, c'est un penseur. Mais cette définition est globalement, comme je le dis, restrictive parce qu'un scientifique ne serait pas alors un intellectuel. De même qu'ici, chez nous, souvent, si nous nous référons aux anciens, quand je parle des anciens, ce sont les Senghor, ce sont tout cela autour ce sont les hommes de culture, ceux qui proviennent des sciences humaines de manière générale, qui sont considérés comme des intellectuels. Les mathématiciens, lorsqu'on parle d'un intellectuel, en général, on ne les met pas dedans. Ou le physicien, il n'est pas dedans. Pour moi, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui a une compétence assise, c'est-à-dire que ça peut être un savant, mais ça peut être aussi parce que l'exercice de penser et d'en tirer des conséquences n'est pas seulement chez nous en Afrique l'apanage de ce qu'on appelle
les intellectuels au sens littéraire, physique, etc. Mais nous avons des traditionalistes. Ceux-là aussi, c'est des intellectuels. Quand historiquement on revient à Koch Barma, mais c'est un intellectuel. Il pense, il en tire des conséquences et il essaie d'influer sur la société dans laquelle il vit. Donc c'est aussi un intellectuel. Il y a aussi des hommes et des femmes qui sont plutôt des techniciens, au sens où ils ont, je dirais, c'est dans les innovations technologiques qu'ils ont brillé, et ensuite, s'adossant à cette légitimité, ils sont dans l'espace public et essaient d'influer dans un sens ou dans un autre sur l'espace public. Vous voyez que moi, je m'adosse sur une définition très large de ce qu'est un intellectuel. Parce que ce qui est dans ma pensée, et je vais, comme je le fais souvent quand je donne des cours, je ne cache pas mes sources. Je dirais que je suis plus proche d'un Gramsci que d'autres. Voilà un peu. Alors, professeur, nous avons retenu que l'intellectuel, c'est quand même une liaison entre le savoir et l'aptitude. Mais qu'en est-il de la valeur du diplôme? Pour moi, la valeur du diplôme, c'est ce qu'on en fait. Vous voyez, vous avez un doctorat, vous avez je ne sais pas quoi, n'importe quel diplôme. Mais, et alors? Et après? C'est après. Vous êtes peut-être prof d'université, vous produisez des idées, vous produisez des théorèmes, vous produisez des résultats de physique, de biologie, vous écrivez des romans, etc. Oui, là oui. Mais si vous avez le diplôme et vous restez dans votre coin, ou simplement vous exercez, votre exercice se limite à l'exercice de votre métier dans le cadre dans lequel vous le faites, on ne peut pas vous considérer comme un intellectuel. Vous êtes peut-être un cadre, un technicien, aussi valeureux qu'il soit, mais qu'est-ce que la société tire comme idée provenant de vous? Sans doute, elle va tirer des choses de vos innovations et autres, mais là, on n'est pas dans le domaine des innovations. Donc, est intellectuel celui qui peut hisser la société vers un progrès intelligible ou bien vers un progrès d'idées, un progrès de conception, vers un progrès de mentalité? Je dirais ça, c'est l'intellectuel positif. Mais vous avez aussi des intellectuels négatifs. Parce que ceux qui... Prenez aujourd'hui, je prends l'exemple d'un pays qui nous est assez proche dans la mesure où on suit ce qui se passe là-bas assez souvent, parce qu'on a la même langue officielle, le français. Aujourd'hui, vous avez des intellectuels dont le rôle, c'est quasiment de développer des idées racistes. Mais c'est des intellectuels, parce qu'ils essaient d'infléchir la société dans un sens que nous considérons négatif, et d'autres, évidemment, développent des idées opposées. Donc, être intellectuel, ce n'est pas seulement aller dans le sens du progrès. Moi, je reviens, c'est intervenir dans l'espace public. Maintenant, évidemment, moi, l'intellectuel que je préfère, c'est celui qui agit comme vous dites. D'accord. Alors, nous allons poser la problématique de la langue cette fois-ci. Au Sénégal, on parle le français qui est une langue coloniale, mais très souvent dans l'imaginaire populaire, l'intellectuel est celui qui parle bien le français ou qui porte des lunettes comme Baudelaire. Et je les rejoins. Alors. Et qu'en est-il en fait de nos parents arabisants ou de nos parents qui sont au village? Alors ça, je suis très à l'aise pour en parler. D'abord pour les arabisants, puisque c'est moi qui ai initié, lorsque j'ai été nommé ministre de l'enseignement supérieur, le baccalauréat arabe. Puisque jusque-là, le seul baccalauréat qui était reconnu, c'est le baccalauréat en langue française. Et comme je le rappelle souvent, l'enseignement en arabe, d'abord le Coran, puis l'enseignement en arabe, a précédé des siècles avant l'enseignement en français. Mais malheureusement, de l'indépendance jusqu'en juillet 2013, il n'y a pas eu de reconnaissance de l'enseignement en arabe et d'en faire un baccalauréat. Et c'est en juillet 2013 que le président de la République, Macky Sall,
sur notre proposition, a pris le décret qui a créé le baccalauréat arabe et qui a aussi amené dans nos universités à prendre en charge ces bacheliers de langue arabe. Parce que nous avons eu, dans le passé, de grands intellectuels. Parce que souvent, on ne les appelle pas intellectuels parce qu'ils ont l'habit spirituel, l'habit religieux, mais c'est de grands intellectuels en langue arabe. Si vous citez El Hadj Oumar Foutiyou Tall, si vous citez El Hadj Malick Sy, si vous citez Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, et beaucoup d'autres. Et ensuite, vous avez aussi, l'arabe a été, je dirais, sous-tendé, l'arabe sous-tendé, sous-tend encore l'écriture dans les langues nationales. Moi, quand j'ai appris, j'étais à l'école coranique, mon maître d'école coranique, qui était quelqu'un de très éveillé, nous apprenait, en même temps qu'on apprenait l'alphabet, le lifantou, comme on dit, nous apprenait aussi à utiliser les caractères arabes pour écrire en wolof. Vous voyez, et les lettres en wolof, ce que les littéraires appellent en général adjanmi, donc c'est quelque chose qui était usuel dans notre société. Et nous avons des gens qui ont écrit beaucoup d'ouvrages et sur la science, sur la culture, sur la société, sur les us et coutumes, etc. Et qui ont beaucoup contribué à l'éveil des consciences. Et pour moi, la langue n'est pas un critère d'exclusion du champ des intellectuels. Ça revient, professeur, à une problématique qui vous est très familière, la notion de l'assimilation. En fait, assimiler et non être assimilé. Oui, ça c'est le grand débat que nous avons, le débat de la colonisation. C'est le débat aussi, même aujourd'hui, que nous avons. Je pense qu'il est essentiel que, et là je reprends la formulation du président Senghor, l'enracinement est fondamental pour construire le développement. Et l'enracinement, ça passe par la langue de la famille, la langue parlée dans la famille, et la nécessité impérieuse de lui donner une place dans l'école. Vous voyez, nous sommes au Sénégal une société qui fonctionne presque par défaut. J'ai parlé tout à l'heure des arabisants, parce que c'était une évidence, puisque les arabisants ont organisé leur école du primaire, collège, lycée, et comme on ne leur faisait pas le bac ici, ils allaient dans les pays arabes. Mais aujourd'hui, la société aussi, je dirais, au niveau des langues, fonctionne par défaut, dans la mesure où nous avons une langue officielle qui est le français. Mais nous sommes rassemblés ici. Depuis que je suis arrivé, si nous regardons le pourcentage de temps que nous avons consacré au français, il est largement inférieur au pourcentage de temps que nous avons consacré au wolof ou au pulaar, puisque c'est ce qu'on a, on s'est exprimé dans ces deux langues ici. Alors, je pense qu'il faut revenir à la réalité et prendre carrément ce fait de société. Nous avons, dans notre pays, ce sont les langues nationales qui sont les plus parlées, aussi bien dans les familles, évidemment c'est évident, mais dans l'espace public et aussi dans l'espace même privé, au niveau des administrations, au niveau des écoles, etc. C'est dans la classe et à un niveau élevé que le français prend sa place. Donc, il faut donner sa place aux langues nationales et en les introduisant, et ça c'est quelque chose que je dis depuis assez longtemps, au niveau du préscolaire et au niveau du primaire déjà. Et à l'époque, quand j'étais recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en créant l'UFR des sciences, des civilisations, religion, art et communication, j'ai créé le département, la section, comme on dit à Saint-Louis, langue et culture africaine, où étaient enseignées les langues nationales comme langue vivante. J'ai insisté beaucoup auprès
des enseignants de dire je veux que ce soit enseigné comme des langues vivantes. Et lorsque j'avais créé l'UFR Agro, sciences agronomiques, aquaculture et technologie agroalimentaire, les langues nationales faisaient partie aussi de l'enseignement dans la licence d'agro. Et lors de la réforme de l'enseignement supérieur dans le cadre de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, une des directives présidentielles, c'est aussi de développer l'enseignement des langues nationales au niveau de toutes les filières. Les langues nationales sont essentielles et il faut aussi les développer de telle sorte que chaque ethnie puisse s'y reconnaître. Ça aussi, c'est un élément majeur. Et c'est pourquoi j'ai vu l'expérience en cours au niveau de l'éducation nationale. C'est une bonne expérience, mais à mon avis, elle a un handicap. Le département n'est pas le meilleur cadre de prise en charge de la pluralité au niveau de linguistique, au niveau de notre pays. Je pense qu'il faut descendre au niveau de la commune pour qu'on ait quand même un lieu un peu plus homogène pour réduire les frustrations au niveau des catégories de population. Effectivement. Donc, professeur, vous avez prôné quand même les langues nationales, mais la problématique étant, qu'est-ce qu'un intellectuel? Est-ce que donc cet intellectuel n'est pas isolé par rapport à sa langue d'expression, puisqu'il s'exprime en langue étrangère? Parce que la grande contradiction pour l'ensemble des intellectuels négro-africains, c'est la langue. Comment on peut exprimer une réalité africaine à travers une langue qui est étrangère? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un blocus, même s'il pense en négro-africain, comme disait Senghor, qui pense en négro-africain et qui s'exprime donc en français, mais est-ce qu'il n'y a pas un blocage à ce niveau, vu l'expression et la réception qui aura lieu dans la population? Alors, je vais distinguer plusieurs aspects dans votre question. Le premier aspect, vous l'avez un peu, je dirais, souligné, c'est nos intellectuels traditionnels. J'aime bien rappeler intellectuels traditionnels. Se positionnent toujours à travers l'identité et la défense et illustration de la culture, comme dirait Senghor, négro-africaine ou de la culture africaine, etc. Et cela, en fin de compte, semble signifier qu'on doit toujours être là à défendre son humanité. C'est-à-dire le fait qu'on est un être pensant, intelligent, capable de faire des choses similaires à ce que les autres font. Vous voyez, nous qui sommes des scientifiques, nous pensons différemment. Parce que cette question de l'identité, elle ne se pose pas au niveau de la pratique intellectuelle. Moi, je suis un mathématicien. Quand j'écris un théorème, parce que c'est ça mon métier, il faut que je trouve le maximum de théorèmes. Quand j'en trouve un, je l'envoie dans une revue internationale. Et le théorème est, comme on dit, jugé, regardé, on vérifie les démonstrations. Et puis quand c'est bon, il est publié dans les mêmes revues où publient les plus grands mathématiciens dans le monde. C'est valable pour mes doctorants, c'est valable pour d'autres mathématiciens. J'aurais pu citer la physique, la chimie, la biologie, ainsi de suite. Donc, à notre niveau, nous les scientifiques, la question de l'identité ne se pose pas. C'est-à-dire que nous, est-ce que nous avons le même niveau que les autres? Est-ce que nous produisons au même niveau que les autres? Cette question ne nous effleure pas, dans la mesure où c'est notre pratique quotidienne et donc nous n'avons pas à défendre une spécificité particulière. Maintenant, l'autre aspect de votre question qui est l'aspect, ce que nous développons. Comment faire en sorte pour que les populations s'en approprient? Exactement. Évidemment, cette question, elle est à la fois délicate et à la fois simple. Elle est délicate parce que dans le domaine des scientifiques, vous faites un théorème mathématique,
même si vous utilisez la langue française et que vous vous adressez en français à des locuteurs français, vous allez avoir la même difficulté d'expliquer ce que vous êtes en train de faire. Et donc, il faut utiliser le langage commun. C'est pourquoi on parle de vulgarisation, de promotion de la science, de la technologie, de promotion des mathématiques, de popularisation des mathématiques, pour utiliser un mot qu'aime bien Jean-Pierre Kahn, mathématicien français, qui était un ami et qui, j'ai su qu'il était décédé récemment, comme on dit, paix à son âme. Et c'est un effort à la fois pédagogique, à la fois, je dirais, dans le domaine de la langue, pour se faire comprendre et partager ce qu'on essaie d'exprimer à travers ces symboles, ces concepts, etc. Et c'est le même effort qu'il faut faire dans les langues nationales. Et je dis, l'intellectuel en tout cas, positif ou progressiste, qui veut le progrès, j'aime pas le mot progrès parce que c'est toujours difficile de dire c'est quoi le progrès, donc qui veut en tout cas contribuer au développement de son pays, devrait maîtriser aussi au moins sa langue nationale, ou au moins une langue nationale, pour participer à partager ses connaissances avec les populations. Personnellement, j'ai donné énormément de conférences. Dieu merci, vous savez, les non-Wolof au Sénégal, ils ont un avantage. Parce qu'on est bilingue. Donc, je donne des conférences en Wolof et en Pulaar indifféremment. Alors que souvent, peut-être 90 ou 95% des Wolofs ne peuvent pas donner de conférences dans une autre langue nationale. C'est pourquoi je dis que c'est un avantage. Donc, c'est un effort absolu qu'il faut faire. Dès lors qu'on a décidé de sortir de cette tour d'ivoire intellectuelle que constitue en moyenne, parce que les intellectuels sont quand même massivement dans l'espace universitaire, dès lors qu'on sort de cette tour d'ivoire, il est essentiel, à mon avis, de manier à la fois la langue d'enseignement, qui est ici le français, aujourd'hui, peut-être que demain, elle changera, et ensuite les langues nationales. Alors, professeur, pouvez-vous nous présenter un de vos ouvrages, juste pour clôturer ce premier numéro de la série Qu'est-ce qu'un intellectuel? Alors, ça me surprend. À ce moment-là, je vais parler du ciel et des mots. Je ne parlerai pas de mathématiques parce que ça paraîtra un peu du charabia à certains. Alors, le ciel et les mots, c'est en fait un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes que j'ai publié, je crois, il y a 3 ans. Et c'est un ami qui est lui aussi poète et qui est informaticien, Oumar Sy, qui enseigne à l'UFR Sciences Appliquées et Technologies de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on faisait, je lui ai fait lire les poèmes. Il me dit, mais il ne faut pas les garder, il faut les publier. Et donc, il m'a poussé à les publier. Et c'est comme cela que je l'ai publié. Et puis, Dieu merci, l'ouvrage a eu quand même un très bon accueil. Vraiment, cet ouvrage, c'est mon ressenti, je dirais. C'est mon cadre de vie, mon cadre d'enfance, d'adolescence. Ce sont mes idées, mes envies et peut-être même mes incantations pour le développement de l'Afrique. Pour aussi aller à la conquête de la connaissance. C'est à la fois un appel aux jeunes et aux femmes, parce que les deux sont des parties majoritaires de notre population. Pour qu'on aille conquérir ces connaissances-là, qui sont indispensables si nous voulons être respectés. Et respectés au plein sens du mot, c'est-à-dire que nous-mêmes, on crée les conditions du bien-être de nos populations. Nous-mêmes, on participe massivement à tout ce qui est création, ça aille de la littérature jusqu'aux maths, à la physique, à la chimie, aujourd'hui au numérique, et que dans ce qui développe le monde, que l'Afrique soit partie prenante et l'utilise pour elle-même, et pour évidemment aussi le bien-être des populations du monde. Donc c'est un livre de poésie, poème en prose, et
c'est, je pense aussi, un peu la partie artistique, pour ne pas dire la partie émotionnelle du mathématicien. J'aime souvent dire que les matheux sont des cousins des philosophes. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, beaucoup l'ont dit, mais des poètes aussi. Les mathématiciens s'émerveillent souvent devant une belle démonstration. Quand je le dis devant des littéraires ou devant d'autres, ils me disent, mais c'est quoi une belle démonstration? Mais il faut venir dans une classe de mathématiques. Quand vous faites une belle démonstration, la classe réagit. Ils applaudissent. Parce que quelque part, il y a une vision commune de l'esthétique. Parce que c'est à la fois l'intuition, c'est à la fois l'économie de la démonstration, etc. Donc, la pensée mathématique n'est pas simplement une pensée, comme dirait l'autre, mécanique, robotisée, matérielle, etc. Mais c'est une pensée aussi qui a de l'émotion. Et cette émotion-là, je pense que c'est un peu ce que je ressens aussi en exprimant sous format de poésie. Alors, voilà un peu. Merci encore de m'avoir donné cet ouvrage. C'est cet ouvrage-là. Et dans cet ouvrage, alors, quand je venais ici, j'ai rencontré beaucoup de Coldois et qui m'ont dit vraiment le poème sur Kolda, ils l'aiment tellement. Je vais leur lire peut-être 2 ou 3 strophes de ce poème sur Kolda, si vous le permettez. Allez-y, bien sûr. Parce que j'ai été émerveillé par ma première visite à Kolda en 2013. J'ai partagé cet émerveillement. J'y étais en 2016, mais c'est une ville exceptionnelle. Magnifique. Kolda, Kolda bariolée, vêtue de feuilles et de fleurs, aux belles femmes peules, dépositaires de la beauté d'une Afrique orgueilleuse. Kolda verte, aux femmes fières, aux tresses fines, couchées sur des épaules patientes. J'ai mis du temps à venir à ta rencontre. Tu fus toujours dans ma mémoire, comme Ranérou la Blanche. Je rêve encore de Gao, de Tombouctou, que des sauvages enturbanés pensèrent ramener à la préhistoire. Mon Afrique est rétive à l'esclavage, fut-il au nom de l'islam. Excellent. 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 Alors, professeur, l'apprenti comparatiste n'a pas pu s'empêcher de faire une relation entre femme noire et Joal. Exact. C'est beaucoup de gens qui ont lu ce recueil ont pensé y retrouver Senghor. Et je le dis, moi j'aime ce qu'écrit Senghor. Et ça c'est depuis le collège. J'ai presque tout lu de ce qu'a écrit Senghor, y compris ses gros ouvrages Liberté. Et c'est vrai, le poème, alors comment il s'appelle encore? La fresque du Cabildo. Il ressemble beaucoup. Femme noire, femme brune, je n'ai vu que toi, immense et généreuse, sur le toit de la porte du salon du Cabildo, entre 10, 20 femmes blanches, nues et sans nom. Femme noire, femme brune, ton visage m'illumine. Voilà, et je peux continuer. Alors, ça, c'est encore un poème circonstanciel. J'étais recteur de l'UGB, nous avions lancé une coopération avec l'université de Las Palmas, et quand on y est arrivé, on a à la Laguna, le Cabildo, c'est un peu le gouvernorat, et on nous a accueillis dans la grande salle de conférence, et nous étions en face d'une grande fresque. Et cette fresque, ce qui m'a émerveillé, il y avait une mulâtresse brune qui était couchée nue, et autour d'elle, des femmes blanches nues et des hommes blancs avec des chapeaux. Et tout le monde, les femmes regardaient la femme noire couchée, les hommes regardaient au loin la mer. Et le soir, quand je rentrais dans l'avion, j'ai écrit ce poème-là. Voilà. Donc, voilà, il y a beaucoup de poèmes dedans, il y a beaucoup des appels, des trucs, mais un aussi poème, évidemment. Je ne peux pas parler
Aimé Senghor, sans lui dédier un poème. Je lui ai dédié un poème. Le baobab se cabra. Il lâcha en se redressant un griot. Le griot se leva et prononça A, B, C, D, E. La parole devient signe et le signe mémoire. Sédar Senghor, vous fûtes baobab et le baobab monument et esprit. Quel bonheur que de vous entendre. Nos ancêtres et les esprits célébrèrent dans le rythme des instruments et des corps la vie unique. Parfait, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup, professeur, pour cette délectation poétique. C'est un plaisir. Alors, professeur, tout à l'heure, je vous ai demandé de me parler de votre ouvrage juste pour clôturer. Mais là, je ne pourrais terminer cette émission sans pour autant poser la question. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur, vous avez été à l'époque le premier à intégrer le conseil bénévole de Télé-École. Donc, quelle appréciation faites-vous par rapport à ça? C'est vous féliciter. Féliciter le directeur général Hassan Boub et toute son équipe. Et aujourd'hui encore, je suis plus heureux d'ailleurs en voyant que Télé-École n'est pas seulement le concept, ce n'est pas seulement des professionnels, mais ceux pour lesquels Télé-École a été créée sont aussi les acteurs du développement de Télé-École. Et on m'a présenté Nyanya, Mohamed et d'autres ici, qui sont tous quasiment des étudiants de master, etc. Et je pense que notre pays, parce que je suis, je dirais, un combattant du numérique. Pourquoi? Parce qu'il me semble, en 1960, l'Afrique a raté le train de l'industrialisation. Et ce sont des intellectuels africains et européens qui ont fait faire à l'Afrique, qui ont fait prendre à l'Afrique la fausse route. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'Afrique prenne la fausse route. Et cette révolution numérique, nous avons toute notre place et nous devons en être des leaders. On a la chance. Nos jeunes ont une facilité dans ce domaine-là et aussi ont une certaine appétence du numérique. Et il est essentiel qu'on les y conduise. Et quand Hassan m'a écrit pour me dire qu'il allait créer Télé-École, etc., mais je l'ai encouragé. En même temps d'ailleurs que moi, j'ai lancé l'Université virtuelle du Sénégal. J'ai lancé des programmes de dématérialisation au niveau de l'enseignement supérieur. Il ne se passe pas un jour où je n'insiste pas pour que nos politiques, nos dirigeants, prennent toute la mesure de cette révolution. Que les formations, l'école prennent sa place. Le numérique, c'est à la fois un instrument de formation, mais c'est aussi un objet de formation. Et en tant qu'objet de formation, nous devons maîtriser toutes les technologies et connaissances aujourd'hui liées au numérique. Et ensuite, l'utiliser parce que ce sera un élément de création d'emplois. Dans nos pays, le chômage est énorme parce que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises. Et grâce au numérique, on créera beaucoup de start-up. Et cela va aider à construire le pays. Donc, je salue cette initiative. Je félicite Hassan et j'invite tout le monde à l'appuyer. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, professeur Mary-Théo Niane, d'avoir assisté à cette émission qui représente le 5e numéro de votre émission Pensée critique. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, Baudelaire. Donc, c'est le premier numéro de votre émission de la série Qu'est-ce qu'un intellectuel? Alors, on se donne rendez-vous très bientôt. Merci encore, Niane. Merci beaucoup.